Dans les tours de verre et d'acier du quartier des affaires parisien, où l'argent achète le silence et le pouvoir corrompt les âmes, une confrontation silencieuse était sur le point de changer à jamais l'empire d'une femme impitoyable. Quand Isabelle Dumont, 28 ans, PDG millionnaire de Dumont Logistics et héritière d'un empire bâti sur la corruption, a acquis la petite entreprise où travaillait Julien Moreau, elle pensait gagner un simple analyste de données. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce père célibataire de 35 ans, qui rentrait chez lui chaque soir à 17h30 pour jouer au jeu de code avec sa fille Emma, 9 ans, était un ancien analyste senior de la DGSE française avec 12 ans d'expérience dans le décryptage des réseaux criminels internationaux. L'histoire extraordinaire de comment un homme qui avait abandonné une carrière prestigieuse pour élever seul sa fille après la mort de sa femme va utiliser ses compétences d'espion pour démasquer l'une des plus importantes opérations de blanchiment d'argent d'Europe. Une leçon magistrale sur le fait que sous-estimer un père protecteur qui maîtrise l'art du renseignement peut coûter plus cher qu'un empire entier. Quand Emma a été brutalisée à l'école par la fille d'Isabelle Dumont, Julien a découvert que la justice ne pouvait pas toujours être achetée. Si vous êtes prêts pour cette histoire qui prouve que l'amour paternel, combiné à l'expertise du renseignement, peut renverser les plus puissants, écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Passons maintenant à l'histoire. Julienne Moreau regardait sa fille Emma sortir de l'école primaire Saint-Germain, son cartable rebondissant contre sa petite silhouette. Chaque jour, ce moment de retrouvailles était la raison pour laquelle il avait reconstruit toute sa vie. Après la mort de sa femme Céline d'un cancer 2 ans plus tôt, Julien avait tout quitté. Son poste d'analyste senior à la direction générale de la sécurité extérieure, ses missions secrètes, son salaire à 6 chiffres. Tout cela pour être présent. Présent pour une fillette de 9 ans qui avait besoin de son papa plus que la France n'avait besoin de ses talents d'espion. « Papa !» Emma grimpa dans la voiture, déjà en train de parler, avant même d'attacher sa ceinture. « Madame Dubois a dit que mon exercice de maths était excellent aujourd'hui. J'ai résolu le problème plus vite que tout le monde. » Julien ajusta le rétroviseur pour voir son visage illuminé de fierté. « C'est ma championne. Tu veux jouer au jeu des codes ce soir ?» Les yeux d'Emma s'allumèrent, comme ils le faisaient toujours quand ils mentionnaient leur tradition spéciale. C'était leur langage secret, quelque chose qui n'appartenait qu'à eux. Les jeux de code avaient commencé dans les semaines qui avaient suivi la mort de Céline, quand Julien avait eu besoin de quelque chose pour combler le silence qui menaçait d'engloutir leur petit appartement. Sa femme s'était battue contre le cancer pendant 2 ans avant qu'il ne l'emporte finalement, et dans ces derniers mois terribles, Julien avait regardé Emma se replier sur elle-même, devenir plus silencieuse, plus petite, comme si elle pouvait disparaître dans les murs et échapper au chagrin qui saturait leur maison. Les jeux de code avaient été sa façon de l'atteindre, de lui rappeler que la communication pouvait être un jeu, que la connexion pouvait être trouvée même dans les moments les plus sombres. Ce qui avait commencé par de simples substitutions numériques était devenu des chiffrements de plus en plus complexes, chacun étant un pont entre père et fille. Leur appartement dans le 15e arrondissement était petit mais chaleureux, rempli des dessins d'Emma sur le réfrigérateur et des photographies de Céline sur chaque surface disponible. Ce soir-là, après que le dîner eut été mangé et la vaisselle lavée, Julien s'assit à la table de la cuisine avec un morceau de papier et un crayon. Emma s'appuya contre son épaule, regardant tandis qu'il écrivait une séquence de chiffres avec la précision minutieuse qui avait autrefois décodé des messages de certaines des personnes les plus dangereuses du monde. « Tu te souviens du chiffre qu'on a appris la semaine dernière ?» demanda-t-il. Emma hocha gravement, son front se plissant de concentration. Elle étudia les chiffres, ses lèvres bougeant silencieusement tandis qu'elle travaillait sur la substitution. Puis son visage s'épanouit dans un sourire si large qu'il rappelait à Julien Céline la façon dont sa femme riait quand elle était genuinement ravie par quelque chose d'inattendu. « G-E-T-A-I-M-E-P-A-P-A » annonça triomphalement Emma. Julien la prit dans ses bras dans une étreinte qu'il aurait voulu faire durer éternellement. Le signal est toujours clair quand on sait comment le lire. C'était leur vie maintenant, et Julien avait fait la paix avec sa simplicité. Il travaillait comme analyste de données pour une petite entreprise de logistique du centre-ville,
Un travail qui nécessitait peut-être 10% de ses capacités réelles, mais lui permettait de partir à 17h30 chaque après-midi, sans exception. Il cuisinait le dîner, aidait aux devoirs, jouait aux jeux de code et lisait à Emma jusqu'à ce qu'elle s'endorme la tête sur son épaule. Personne à son bureau ne savait qu'il avait passé 12 ans comme analyste senior du renseignement au siège de la DGSE. Personne ne savait qu'il avait décodé des réseaux de communication pour des syndicats criminels internationaux, qu'il avait reconstitué des fragments de transmission interceptés qui avaient mené à l'arrestation de certaines des personnes les plus dangereuses du monde. Il avait tout laissé derrière lui quand Céline était morte. Le travail avait exigé trop de lui, l'avait tenu éloigné pendant les mois où sa femme avait le plus besoin de lui, quand sa fille avait le plus besoin de lui. Après les funérailles, Julien avait regardé le visage d'Emma et pris une décision que ses anciens collègues ne comprenaient toujours pas, et ne comprendraient probablement jamais. Il avait tourné le dos à une carrière pour laquelle la plupart des professionnels du renseignement auraient accepté un salaire qui était le quart de ce qu'il avait gagné, et s'était engagé à être présent, entièrement présent, chaque jour. Julien remarqua que quelque chose n'allait pas au moment où Emma franchit les portes de l'école. Son rebond habituel était absent, ses yeux fixés sur le sol comme si elle avait peur de lever les yeux et de voir le monde autour d'elle. Elle grimpa dans la voiture sans parler, son silence lourd d'une façon qui fit se serrer la poitrine de Julien avec une inquiétude immédiate. « Comment s'est passée l'école ?» demanda-t-il, gardant sa voix désinvolte malgré les signaux d'alarme qui sonnaient dans son esprit. Emma haussa les épaules, ne rencontrant toujours pas ses yeux. « Eh bien !» Le mot resta suspendu entre eux, évidemment, et douloureusement faux. Julien ne poussa pas. Il avait appris qu'Emma parlerait quand elle serait prête, que la pressée ne faisait que la faire se retirer davantage en elle-même. Ils rentrèrent chez eux, à travers les rues bordées de maisons historiques, passant devant les petites épiceries et les églises, et les petits parcs où Emma avait appris à faire du vélo il y a juste 2 étés. À l'appartement, Emma alla directement dans sa chambre pour se changer. Julien commença à préparer un goûter, coupant des tranches de pommes et les arrangeant sur une assiette comme Emma l'aimait, quand il entendit un petit bruit du bout du couloir. Pas tout à fait un sanglot, mais quelque chose qui s'en approchait. Il trouva Emma debout devant son miroir, sa chemise à moitié enlevée, figée sur place. Sur son bras supérieur, s'étendant sur la peau pâle comme un nuage d'orage, se trouvait un bleu de la taille d'une balle de tennis, violet et en colère, clairement frais. La vue le fit se tordre violemment l'estomac. Il s'agenouilla à côté d'elle, ses mains tremblant avec l'effort de garder sa voix stable et calme. Les larmes vinrent alors, perçant le mur qu'elle avait construit pendant le trajet de retour. Entre les sanglots, l'histoire émergea en fragments que Julien reconstitua avec la même précision analytique qu'il avait autrefois utilisée pour décoder les communications ennemies. Chloé Dumont, la fille de la femme que tout Paris appelait la plus jeune PDG de l'histoire de la ville, avait coincé Emma à la récréation avec un groupe de ses amis. Emma avait résolu un problème de mathématiques que Chloé n'arrivait pas à faire, avait répondu correctement quand Chloé avait donné une mauvaise réponse. L'humiliation avait été publique, témoin d'une douzaine d'autres enfants. Alors Chloé et ses amis avaient poussé Emma sur l'asphalte, avaient frotté son bras contre la surface rugueuse, tandis que d'autres enfants regardaient en silence, trop effrayés pour intervenir. « Elle a dit que je n'avais pas le droit d'être plus intelligente qu'elle », murmura Emma à travers ses larmes. « Elle a dit que les enfants pauvres n'avaient pas le droit d'être meilleurs qu'elle en quoi que ce soit. Elle a dit que sa mère pourrait rendre nos vies misérables si elle le voulait. » Julien prit sa fille dans ses bras, la tenant contre sa poitrine pendant qu'elle pleurait. Son esprit s'emballa à travers les réponses, les actions, les diverses façons dont il pourrait aborder cette situation. L'analyste en lui cataloguait déjà l'information, notant les schémas, classant le nom Dumont pour référence future. Mais surtout, il était juste un père, tenant son enfant blessé, souhaitant pouvoir absorber sa douleur en lui-même. « Tu n'as rien fait de mal », dit-il finalement, sa voix rauque d'émotions contrôlées. « Tu es intelligente, c'est quelque chose dont il faut être fier, jamais quelque chose pour lequel s'excuser. » Emma se recula pour regarder son visage. « Pourquoi les gens riches pensent-ils qu'ils peuvent faire du mal à tout le monde, papa ?
Julien fut silencieux pendant un long moment, considérant soigneusement sa réponse. « Parce que personne ne leur a jamais enseigné autrement, dit-il doucement, parce qu'ils n'ont jamais fait face aux conséquences de leurs actions. » Le lendemain matin, Julien s'assit en face du directeur de l'école primaire Saint-Germain, un homme nerveux nommé Bertrand, qui ne semblait pas pouvoir croiser son regard. Le bureau sentait le café vieux et le papier rassis. « Monsieur Moreau, je comprends votre inquiétude, mais la situation est compliquée. » Julien garda sa voix nivelée avec un contrôle pratiqué. « Un enfant a agressé ma fille. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans ?» Bertrand se tortilla inconfortablement dans sa chaise. « La famille Dumont a été très généreuse envers cette école. Il finance 40% de notre budget annuel, le nouveau laboratoire de sciences, le programme de musique, les activités parascolaires. » Il s'interrompit, reconnaissant apparemment comment ces mots sonnaient. « Je parlerai avec Chloé. Je suis sûr que c'était juste un malentendu entre enfants. » Julien se leva, comprenant parfaitement. Il n'y aurait pas de justice ici. Une semaine plus tard, la nouvelle se répandit dans le bureau de Julien comme un feu de forêt à travers des broussailles sèches. Dumont Logistics avait acquis la petite entreprise où il travaillait. Tous les employés seraient retenus et transférés au siège principal de l'avenue Montaigne avec effet immédiat. Julien s'assit à son bureau, fixant le mémo qui venait d'arriver dans sa boîte mail, sentant quelque chose changer dans sa poitrine. Il travaillerait maintenant pour la mère de la fille qui avait fait du mal à sa fille, marchant dans un bâtiment appartenant à une famille qui croyait que l'argent pouvait acheter l'immunité contre les conséquences. Une partie de lui voulait démissionner, s'éloigner et trouver un autre travail tranquille où il pourrait rester invisible et anonyme. Mais une autre partie, celle qui avait passé 12 ans à chasser des schémas dans le bruit, à chasser la vérité dans le chaos, sentit quelque chose s'agiter qu'il n'avait pas expérimenté depuis des années. C'était le vieil instinct, celui qui l'avait rendu précieux pour l'agence, celui qui reconnaissait quand quelque chose n'allait pas, même avant qu'il puisse articuler ce que ce quelque chose était. Il se présenta au siège de Dumont Logistics un lundi matin, prenant l'ascenseur jusqu'au 7e étage où le département analytique était logé. Le bâtiment était tout en verre et acier, moderne et imposant, un monument à la richesse et à l'ambition qui dominait les rues historiques du centre de Paris. Sa nouvelle superviseure était une femme distraite nommée Patricia, qui sembla soulagée d'avoir quelqu'un qui pourrait réellement faire le travail sans supervision constante. Elle lui indiqua un bureau près de la fenêtre et lui remit les identifiants de connexion. « Vous analyserez les données d'expédition », expliqua-t-elle. « Route, timing, métrique d'efficacité, ce n'est pas un travail excitant, mais ça fait tourner les trains à l'heure, ou les camions dans notre cas. » Julien hocha, s'installant dans sa nouvelle chaise, ouvrant déjà l'interface de base de données avec une efficacité pratiquée. En 2 heures, il avait trouvé la première anomalie. C'était subtil, le genre de choses qui passerait inaperçu à quiconque n'était pas spécifiquement entraîné pour le voir. Les expéditions du port du Havre montraient des déclarations de poids qui ne correspondaient pas au calcul de capacité des conteneurs. Les temps de transit duraient 18% plus longtemps que ce que les routes standards auraient requis, et les codes de suivi, enterrés dans des milliers de lignes de données que personne ne regardait jamais, suivaient un schéma que Julien reconnut immédiatement de ses années à l'agence. C'était une méthode de chiffrement ancienne, une qu'il avait rencontrée des années auparavant lors de l'analyse de réseaux de contrebande opérant depuis l'Europe de l'Est. Quelqu'un avait intégré des informations cachées dans des numéros d'identification apparemment aléatoires, utilisant un chiffre qui ressemblerait à du bruit sans signification pour tout observateur normal, mais était en réalité un système de communication sophistiqué. Julien ne dit rien à personne. Il continua son travail, méthodique et sans hâte, tandis que son esprit cataloguait chaque discordance, chaque schéma, chaque fil qui connectait une anomalie à une autre. L'image était incomplète, mais même le fragment suggérait quelque chose de massif. Ce soir-là, assise avec Emma dans leur appartement, tandis qu'elle travaillait sur son jeu de code, elle leva les yeux vers lui avec la perception qui l'étonnait toujours. « Tu penses à quelque chose, papa. Tes yeux deviennent différents quand tu résous un puzzle. Ils deviennent vraiment concentrés. »
Julien sourit, à la fois fier de son observation et inquiet de ce vers quoi il les traînait tous les deux. J'ai trouvé un problème difficile au travail, un vraiment difficile. Le visage d'Emma était sérieux, avec la gravité que seuls les enfants de 9 ans peuvent rassembler. Tu vas le résoudre, tu le fais toujours. Il tendit la main pour ébouriffer ses cheveux, mais son esprit était ailleurs, faisant des calculs, pesant les risques, considérant la distance entre ce qu'il avait découvert et ce qu'il devrait faire à ce sujet. Les semaines suivantes devinrent une danse soigneuse entre deux identités. Julien arrivait au travail chaque matin, accomplissait ses tâches assignées avec une compétence tranquille et utilisait chaque moment libre pour creuser plus profondément dans les données. Il cartographia le flux des expéditions suspectes, identifia les ports et entrepôts qui apparaissaient encore et commença à construire une image de quelque chose de beaucoup plus grand que de simples irrégularités comptables. Les schémas pointaient vers une société écran appelée Meridian Freight. Sur le papier, c'était un partenaire légitime sous contrat pour des services d'expédition spécialisés. Mais quand Julien croisa les références des données, il ne trouva aucune adresse physique, aucun dossier d'employé, aucune preuve que l'entreprise existait au-delà de la paperasserie et des comptes bancaires au Delaware. Quelque chose n'allait vraiment pas chez Dumont Logistics et Julien allait découvrir exactement ce que c'était. La réunion générale eut lieu dans la salle de conférence principale, un espace conçu pour intimider avec ses plafonds de 10 mètres et ses fenêtres du sol au plafond donnant sur l'horizon parisienne. Isabelle Dumont se tenait devant, commandant l'attention sans effort apparent. Elle était plus jeune que Julien ne s'y était attendu, peut-être 28 ans, avec des traits nets et des yeux de la couleur du vert de mer qui semblaient évaluer tous ceux sur lesquels il se posait. Elle parla de projection de croissance et de part de marché, de la vision de l'entreprise pour l'avenir, et Julien regarda les autres employés hocher la tête comme des fidèles recevant un sermon d'un prédicateur particulièrement charismatique. Après la réunion, l'assistante d'Isabelle s'approcha du bureau de Julien. « Mademoiselle Dumont aimerait vous voir dans son bureau. Maintenant, si vous êtes disponible. » Le 18e étage était un monde entièrement différent. Tout bois poli et œuvres d'art originales et une vue qui s'étendait à l'horizon dans toutes les directions. Isabelle était assise derrière un bureau qui coûtait probablement plus que le salaire annuel de Julien, sa posture détendue, mais ses yeux perçants et calculateurs. « Julien Moreau, dit-elle, faisant un geste vers une chaise en face d'elle. Votre rapport d'efficacité sur les routes du Sud-Est était impressionnant. Vous avez identifié des goulots d'étranglement que notre équipe senior a ratés pendant 2 ans consécutifs. » Julien s'assit, son expression soigneusement neutre. « J'aime juste les chiffres. Ils racontent des histoires si on sait comment écouter. » Isabelle se pencha légèrement en avant, l'étudiant. « Ne soyez pas modeste, je sais reconnaître le talent, et vous l'avez. C'est pourquoi je vous offre une promotion. Analyste senior, rapport direct aux opérations, triple votre salaire actuel, plus accès à notre architecture de données complète. » Ses yeux ne quittèrent jamais son visage, guettant toute réaction, tout signe qui pourrait révéler ce qu'il pensait. « J'ai pris cette entreprise à 27 ans parce que je pouvais voir ce que les autres ne pouvaient pas voir. J'ai bâti cet empire en reconnaissant le potentiel et en l'exploitant. Je vois quelque chose en vous, Julien. Quelque chose qui est gaspillé dans un bureau au 7e étage. » Julien garda sa respiration stable, son expression plaisamment vide. 12 ans d'entraînement gardèrent son langage corporel complètement neutre. « C'est une offre généreuse. Je suis juste un type qui aime les schémas et veut rentrer chez sa fille à une heure raisonnable. » Le sourire d'Isabelle ne vacilla pas, mais quelque chose scintilla derrière ses yeux. De l'intérêt peut-être, ou de la suspicion. Réfléchissez-y. Les opportunités comme celle-ci ne viennent pas souvent. Après son départ, Julien prit l'ascenseur vers le bas, son esprit traitant les implications de tout ce qui venait de se passer. Elle le testait, réalisa-t-il. L'offre était genuine, mais c'était aussi une évaluation. Isabelle Dumont avait bâti sa réputation sur sa capacité à lire les gens, à identifier les menaces avant qu'elles ne se matérialisent. Ses compétences inhabituelles avaient attiré son attention, et maintenant elle essayait de déterminer s'il était utile ou dangereux. Dans son bureau, Isabelle décrocha son téléphone dès que la porte se ferma derrière Julien.
Jonathan, dit-elle à son directeur financier, le nouvel analyste, Morrow. Je veux une vérification complète des antécédents, fouille approfondie, tout ce que vous pouvez trouver. La voix de Mercier était prudente à l'autre bout. Quelque chose vous inquiète à son sujet? Isabelle se tourna pour regarder par la fenêtre la ville en contrebas, son reflet se profilant à travers le verre comme un spectre. Il ne m'a pas regardé comme les hommes me regardent habituellement. Il n'était pas impressionné ou intimidé ou attiré. Il m'observait, calculait. Elle fit une pause, sa mâchoire se serrant. Je n'aime pas être de l'autre côté de cette équation. J'aurai un rapport complet d'ici la fin de la semaine, promit Mercier. Isabelle termina l'appel et resta à la fenêtre pendant un long moment, regardant le trafic s'écouler à travers les rues, loin en dessous, comme du sang à travers les veines. Elle avait hérité des instincts de son père avec son entreprise, et ces instincts lui disaient que Julien Moreau n'était pas ce qu'il semblait être. Elle avait bâti cet empire en faisant confiance à ses instincts, en reconnaissant le danger avant qu'il ne se matérialise et en l'éliminant avant qu'il ne puisse menacer ce qu'elle avait créé. Elle n'allait pas s'arrêter maintenant. Ce qu'elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'était que l'homme tranquille avec le sourire plaisant et le comportement quelconque avait déjà vu à travers sa façade élaborée. Que chaque chiffre qu'elle pensait caché, chaque schéma qu'elle croyait invisible, était catalogué et décodé par quelqu'un qui avait passé toute sa carrière à faire exactement cela pour des gens bien plus dangereux qu'elle. Le jeu avait commencé et aucun des joueurs ne comprenait entièrement les véritables enjeux impliqués. Julien accepta la promotion, raisonnant que l'accès aux données de niveau supérieur lui permettrait de comprendre la portée complète de ce sur quoi il était tombé. Mais il était prudent de jouer un rôle, de devenir quelqu'un de beaucoup moins menaçant que la personne qu'il était réellement. Il posait des questions évidentes en réunion, celles auxquelles quiconque avait réellement lu les documents d'information connaîtrait déjà la réponse. Il travaillait lentement, méthodiquement, n'affichant jamais la capacité analytique qui pouvait traiter 1000 points de données dans le temps qu'il fallait aux autres pour en comprendre 10. Et chaque fois qu'Isabelle entrait dans une pièce, il s'assurait de paraître impressionné, même légèrement intimidé, comme tout le monde semblait la regarder. La performance était épuisante, mais nécessaire. Dans sa vie antérieure, il avait maintenu des couvertures pendant des mois d'affilée, prétendant être des personnes qu'il n'était pas, tout en rassemblant des renseignements qui abattraient des empires criminels. Ce n'était pas différent, se dit-il, juste une autre mission. Pendant ce temps, il continuait son vrai travail dans les marges et les ombres. Les anomalies qu'il avait identifiées étaient des fils dans une tapisserie plus large, et pièce par pièce, il assemblait l'image que personne d'autre ne pouvait voir. Meridian Freight apparaissait dans les données comme un partenaire légitime contracté pour des services d'expédition spécialisés. Mais quand Julien creusa plus profond, il ne trouva aucune adresse physique, aucun dossier d'employé, aucune preuve réelle que l'entreprise existait au-delà de la paperasserie et des comptes bancaires au Delaware. L'argent circulait dans Meridian et sortait de Meridian. Des millions d'euros qui apparaissaient brièvement dans le système avant de disparaître dans les opérations légitimes de Dumont Logistics comme de l'eau absorbée dans le sable. Dans les soirées après qu'Emma se soit couchée, Julien s'asseyait dans son petit bureau à domicile, cartographiant les connexions et calculant des chiffres qui devenaient plus troublants à chaque semaine qui passait. La portée de l'opération était stupéfiante, bien plus grande que tout ce qu'il avait initialement soupçonné. Un soir, tandis qu'il enseignait à Emma un nouveau chiffre, un code de substitution plus complexe que tous ceux qu'ils avaient essayés auparavant, elle fit une pause dans son travail et leva les yeux vers lui avec les yeux de sa mère. « Papa, pourquoi les gens cachent-ils des messages en premier lieu ?» Julien considéra soigneusement sa réponse, conscient que sa fille absorbait tout ce qu'il disait. Parfois parce qu'ils veulent protéger quelque chose d'important, quelque chose qu'ils aiment, il fit une pause. Et parfois parce qu'ils veulent cacher quelque chose de mal qu'ils ont fait. Emma hocha lentement, traitant cette information. « Quelle est ta raison ?» Julien sentit sa poitrine se serrer d'amour et d'inquiétude en parts égales. « La première, ma chérie. Toujours la première. » Au travail, il remarqua que la surveillance s'intensifiait. La caméra de sécurité près de son bureau avait été ajustée, son objectif pointant maintenant directement sur son poste de travail.
Mercier trouvait des excuses pour passer devant son bureau plusieurs fois par jour, toujours avec une question ou un commentaire désinvolte qui semblait tout sauf désinvolte. Le département informatique lança des audits inattendus de son activité informatique. Julien reconnaissait les signes. Il avait été de l'autre côté de cette équation de nombreuses fois dans sa carrière, observant des cibles qui ne savaient pas qu'elles étaient observées. La différence était que maintenant il savait, et il continuait quand même, faisant attention de ne rien leur donner d'exploitable tout en construisant méthodiquement son dossier. Il créa une carte mentale de tous ceux qui pourraient être impliqués dans l'opération. Isabelle était clairement au centre, l'architecte et le principal bénéficiaire. Mercier s'occupait du côté financier, déplaçant l'argent à travers des comptes conçus pour obscurcir ses origines. Il y en avait d'autres aussi, des gestionnaires d'entrepôts et des coordinateurs d'expédition dont les signatures apparaissaient sur des documents qui ne correspondaient pas tout à fait. Mais Julien avait besoin de plus que des soupçons et des schémas. Il avait besoin de preuves. Le genre qui tiendrait devant un tribunal fédéral, le genre qui ne pourrait pas être expliqué par des avocats chers et des juges amicaux. Alors il continua à jouer l'idiot. Il demandait à Mercier d'expliquer des concepts financiers de base que tout analyste comprendrait. Il faisait de petites erreurs dans ses rapports, le genre qui suggérait la compétence mais pas la brillance. Il riait aux blagues d'Isabelle et hochait avec empressement à sa vision pour l'avenir de l'entreprise. Et chaque soir, après qu'Emma se soit endormie, il retournait à son vrai travail, construisant le dossier qui ferait tout s'effondrer. Les jours se transformèrent en semaines. Julien maintenait sa couverture tout en rassemblant des preuves, toujours conscient des caméras qui regardaient, toujours attentif à paraître inoffensif. Il savait qu'il manquait de temps, mais il savait aussi qu'il était proche. Emma rentra de l'école avec un autre incident à rapporter, mais cette fois son comportement était différent. Chloé avait déchiré son devoir devant toute la classe, avait fait rire les autres enfants, tandis qu'Emma se tenait là avec les morceaux de son travail acharné éparpillés à ses pieds comme des confettis. Mais Emma ne pleurait pas. « Je ne l'ai pas laissé me voir contrarié », dit Emma, sa petite mâchoire serrée avec une détermination qui rappelait tant Céline à Julien que ça lui fit mal au cœur. « Je sais que j'ai raison et je pense que Chloé fait ces choses parce qu'elle est malheureuse à l'intérieur. Les gens heureux n'ont pas besoin de faire mal aux autres. » Julien serra sa fille dans ses bras, submergé par la fierté et la peur en parts égales. Sa fille devenait plus forte, trouvant sa propre résilience face à la cruauté. Mais il savait aussi que ses actions chez Dumont Logistics pourraient mettre Emma en danger. Si Isabelle découvrait ce qu'il faisait, si elle décidait de s'en prendre à lui à travers son enfant, la force nouvellement trouvée d'Emma pourrait ne pas être suffisante pour la protéger. Cette nuit-là, après leur jeu de codes habituel, Julien assit Emma à la table de la cuisine avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Sérieux d'une façon qui dépassait leur conversation père-fille habituelle. « J'ai besoin de t'enseigner quelque chose de spécial, dit-il. Un code qui est juste pour nous, pas pour s'amuser cette fois, mais au cas où quelque chose d'important arriverait jamais. » Les yeux d'Emma s'élargirent légèrement, sentant la gravité dans sa voix et y répondant avec un sérieux assorti. Julien sortit l'exemplaire usé de Charlotte et les 3 petits cochons qui avaient été le livre préféré de Céline à lire à voix haute. Le même livre qu'ils lisaient encore ensemble parfois quand Emma manquait sa mère et avait besoin de se sentir connectée à sa mémoire. Il expliqua le code basé sur les numéros de pages et les positions de mots. Un système simple mais incassable que seul quelqu'un avec cette copie exacte de ce livre exact pourrait jamais décoder. « Si jamais j'ai besoin de te dire quelque chose d'important, » dit Julien en tenant ses mains dans les siennes, « quelque chose que je ne peux pas dire à voix haute pour quelque raison que ce soit, j'utiliserai ce code. Tu comprends ?» Emma hocha solennellement, ses yeux brillants du poids de cette confiance secrète. « Je me souviendrai, papa, pour toujours. Je promets. » Plus tard cette nuit-là, après qu'Emma se soit endormie en serrant le livre contre sa poitrine, Julien passa un coup de téléphone qu'il reportait depuis des semaines. Thomas Brennan répondit à la 2e sonnerie, sa voix rauque de l'heure tardive et de la surprise évidente. « Julien Moreau, je me demandais quand tu referas surface. »
Ils avaient travaillé ensemble des années auparavant lors d'une opération conjointe entre la DGSE et la DGSI, qui avait démantelé un réseau de trafic d'êtres humains opérant sur 3 continents. Brennan était l'une des rares personnes en dehors de l'agence qui comprenait exactement de quoi Julien était capable, et l'une des encore plus rares en qui Julien avait confiance avec sa vie. « Je pourrais avoir quelque chose pour toi, » dit Julien. « Dumont Logistics. Jusqu'où va votre enquête? » Il y eut une pause à l'autre bout du fil, remplie du poids d'informations classifiées et de décisions calculées. Assez profond pour savoir qu'on n'en a pas assez. On les surveille depuis 2 ans, mais on ne peut faire entrer personne à l'intérieur. La famille est paranoïaque, prudente. Ils ont appris des erreurs passées. La voix de Brennan tomba à peine au-dessus d'un murmure. « Sois extrêmement prudent, Julien. Isabelle Dumont est jeune, mais elle a appris de son père, et il a fait disparaître 2 témoins en 2019. On n'a jamais trouvé les corps. L'affaire est devenue froide parce que tous ceux qui savaient quelque chose avaient trop peur pour parler. » Julien absorba cette information, l'ajoutant au calcul de risque qui tournait déjà dans sa tête. Le danger était réel, plus réel qu'il ne l'avait entièrement reconnu à lui-même jusqu'à ce moment. « Je fais attention, dit-il, mais je suis aussi proche. Donne-moi encore quelques semaines. » Après avoir raccroché, Julien s'assit dans l'obscurité de son petit bureau, pensant à Céline, à Emma, à la vie qu'il avait construite sur les ruines de son ancienne. Il finirait ce qu'il avait commencé, il abattrait Isabelle Dumont, et il le ferait sans laisser quoi que ce soit arriver à sa fille. C'était une promesse qu'il avait l'intention de tenir. L'image devint claire dans la 3e semaine d'enquête de Julien, révélant quelque chose de bien pire qu'il n'avait initialement imaginé. Meridian Freight était une société écran conçue pour blanchir l'argent des organisations criminelles à travers les opérations d'expédition légitimes de Dumont Logistics. L'échelle était stupéfiante. Plus de 400 millions d'euros au cours des 3 dernières années, s'écoulant à travers un réseau complexe de fausses factures et d'expéditions fantômes qui n'existaient que sur papier. Mais le blanchiment d'argent n'était qu'une partie de l'opération. Certains des fonds étaient utilisés pour corrompre des officiels du port du Havre, des officiels qui fermaient les yeux quand certains conteneurs passaient l'inspection sans être ouverts. Ces conteneurs contenaient de l'électronique volée, des biens de luxe contrefaits, et le pire de tout, des composants technologiques restreints étant illégalement exportés vers des pays sous sanctions. Le genre d'exportation qui violait la loi fédérale et mettait potentiellement en danger la sécurité nationale. Julien compila tout dans un fichier chiffré, un dossier complet qui connectait nom aux chiffres, transactions aux dates. Chaque pièce de preuve était documentée, cross-référencée et vérifiée. Il le transmit à Brennan par un canal sécurisé, puis effaça toute trace de sa recherche de son ordinateur de travail en utilisant des protocoles qu'il avait appris des années auparavant pour exactement ce genre de situation. Mais il avait sous-estimé à quel point il l'observait de près. Mercier révisa les journaux d'accès le soir même, notant des fichiers qui n'avaient pas été ouverts depuis des années, apparaissant soudain dans l'historique d'activité, des fichiers qui se connectaient à Meridian Freight, aux opérations du Havre, à la vérité soigneusement cachée au centre de l'empire d'Isabelle Dumont. Les horodatages racontaient une histoire qui ne pouvait pas être expliquée par l'analyse de données de routine. La convocation arriva à 19 heures, quand le bâtiment s'était vidé et que les couloirs résonnaient de silence. L'assistante d'Isabelle apparut au bureau de Julien avec un sourire fin qui n'atteignait pas ses yeux. « Mademoiselle Dumont aimerait vous voir maintenant. » Le 18e étage était différent la nuit. Des ombres se rassemblaient dans les coins, les lumières de la ville scintillant froides à travers les fenêtres comme des étoiles distantes. Isabelle était assise derrière son bureau, Mercier debout à côté d'elle, avec ses bras croisés, et entre eux, sur la surface polie, se trouvait un dossier que Julien reconnut immédiatement. Son dossier personnel de la DGSE, sa photographie avec Brennan d'il y a 5 ans, prise lors d'une conférence qu'aucun d'eux n'avait réalisé être surveillé par des contractants de renseignements privés. La voix d'Isabelle était de la glace. « Pensiez-vous que je ne découvrirais pas qui vous êtes? Un analyste senior de la DGSE avec 12 ans d'expérience, travaillant soudain l'entrée de données
pour 60 000 € par an. Vous avez dû penser que j'étais stupide. » Elle se leva, marchant autour du bureau avec une lenteur délibérée, ses talons claquant contre le parquet comme un compte à rebours. « Vous avez été dans mon système, Monsieur Moreau, accédant à des fichiers que vous n'avez aucune raison d'accéder. Alors je vous demanderai une fois, et j'attends une réponse honnête. À quoi jouez-vous exactement ?» Julien resta assis, sa posture détendue, sa respiration régulière et contrôlée. Il avait été entraîné pour des moments comme celui-ci, pour les interrogatoires et les confrontations où montrer de la faiblesse signifiait tout perdre. « Je ne joue à rien, dit-il calmement. Je fais mon travail, analyser des données. Et vos données racontent une histoire très intéressante. » Isabelle s'arrêta directement derrière sa chaise, si proche qu'il pouvait sentir son parfum. Quelque chose de cher et de floral qui ne pouvait masquer l'intention prédatrice en dessous. Sa voix tomba à peine au-dessus d'un murmure. « Vous avez une fille, Emma, n'est-ce pas, sis? Partaya, elle va à l'école avec ma Chloé. » La menace resta suspendue dans l'air entre eux, peu subtile et incontestable. Ce serait si dommage si quelque chose arrivait à cette petite fille. Les enfants sont si fragiles. Les accidents arrivent chaque jour. Julien se tourna pour lui faire face, et quelque chose dans ses yeux la fit reculer involontairement. De l'acier et de la glace, 12 ans de fixer des terroristes et des crimes lourds compressés en un seul regard qui promettaient des conséquences. Vous venez de faire la plus grande erreur de votre vie, Isabelle. Il sortit son téléphone de sa poche et le posa sur le bureau. L'écran montrait un appel actif, le chronomètre tournant. Les mots DGSI Bureau Régional Paris s'affichaient clairement en dessous. Chaque mot qu'elle avait prononcé, chaque menace contre son enfant, avait été transmise en direct aux agents fédéraux qui entraient à ce moment même dans le bâtiment avec un mandat fédéral. Le visage d'Isabelle devint blanc comme le sang quittait ses joues. Elle se tourna vers Mercier, cherchant du soutien, un allié. Mais Mercier s'était adossé au mur, ses mains levées, son expression celle d'un homme qui avait déjà fait son choix et regardait maintenant les conséquences se déployer. « Je ne sais rien de tout cela, » dit-il rapidement, « je n'ai jamais été impliqué. » Dans la distance, l'ascenseur tinta. 3 jours plus tôt, Julien avait arrangé pour que Mercier découvre accidentellement des documents montrant qu'Isabelle prévoyait de faire de lui le bouc émissaire si l'opération venait jamais à la lumière. De faux ordres de transfert vers une filiale au Panama, des mémos antidatés qui mettaient de la signature de Mercier sur des décisions clés. Un sentier soigné de preuves fabriquées qui l'aurait envoyé en prison pendant qu'Isabelle marchait libre. Face à cette révélation, Mercier avait fait exactement ce que Julien avait anticipé. Il était allé à la DGSI, avait offert sa coopération en échange d'immunité, était devenu le témoin intérieur que Brennan cherchait depuis 2 ans. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un tintement doux. Brennan sortit en premier, suivi d'une équipe d'agents en tenue tactique, les sons de leurs bottes remplissant le silence qui était descendu sur le 18e étage. Ils bougèrent avec une efficacité pratiquée, se déployant pour sécuriser les sorties, tandis que Brennan s'approchait d'Isabelle avec des menottes déjà dans sa main. « Isabelle Dumont, vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent, fraude, exportation illégale de technologies restreintes et conspiration pour entraver la justice. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. » Le visage d'Isabelle se tordit de rage tandis que les agents lui lisaient ses droits, tandis que le métal froid se fermait autour de ses poignets avec un clic définitif. Elle se tourna vers Julien une dernière fois, ses yeux brûlants de haine. « Vous pensez avoir gagné? Mes avocats me feront sortir demain matin. Je vous détruirai. Je détruirai votre fille. Je ferai en sorte que vous ne... » « Mademoiselle Dumont, » interrompit Brennan, sa voix plate et professionnelle. « Je vous conseillerais fortement d'arrêter de parler. Tout ce que vous dites est enregistré et vous avez déjà rendu notre affaire considérablement plus facile. » Ils l'emmenèrent à travers le bureau qu'elle avait dirigé pendant 5 ans. Passant devant les œuvres d'art et les vues et les monuments à son pouvoir, Julien la regarda partir ne ressentant pas de triomphe mais l'épuisement, le poids des dernières semaines s'installant finalement sur ses épaules comme un fardeau physique.
Brennan s'approcha, lui tapotant le dos avec un respect genuide. « Sacré travail, Julien. On l'a eu sur blanchiment d'argent, fraude, violation d'exportation et maintenant menace contre un témoin fédéral. Elle regarde 30 ans de prison fédérale minimum. » Julien hocha distraitement. Son esprit était déjà ailleurs, pensant déjà à Emma, à rentrer chez lui, à retourner à la vie tranquille qu'il avait choisie il y a 4 ans, quand il avait tout quitté qu'il avait construit. « Les preuves tiendront devant un tribunal ?» demanda-t-il. « Solide comme le roc. Entre ce que vous avez rassemblé et le témoignage de Mercier, elle est finie. Toute son opération est finie. » Brennan fit une pause, étudiant le visage de Julien avec les yeux de quelqu'un qui comprenait exactement ce que cela lui avait coûté. « Tu sais, il y a une place pour toi au bureau, consultant, analyste, quel titre tu veux. On pourrait vraiment utiliser quelqu'un avec tes compétences. » Julien secoua lentement la tête. « J'apprécie Thomas, mais j'ai une fille qui a besoin de son père à la maison pour dîner chaque soir. » Il sortit par le hall, passant devant le bureau de réception étincelant et les logos d'entreprise et les gardes de sécurité qui avaient l'air sous le choc parce qu'il venait de témoigner. L'air nocturne était frais sur son visage, portant le parfum du printemps, du renouveau, des fins et des nouveaux commencements. Dans sa poche, son téléphone vibra avec un texto de la voisine qui gardait Emma. « Tout va bien? Elle dort. Prends ton temps pour rentrer. » Julien sourit pour la première fois depuis des heures. Le travail était fait. Isabelle Dumont ferait face à la justice pour ses crimes, passerait des décennies en prison à payer pour les vies qu'elle avait endommagées et les lois qu'elle avait brisées. L'argent qu'elle avait blanchi serait retracé et saisi. Les officiels corrompus seraient arrêtés. Toute la structure pourrie serait démolie et exposée à la lumière. Mais pour Julien, la victoire était plus simple que cela. Il avait protégé sa fille. Il lui avait enseigné par ses actions que les puissants n'étaient pas intouchables, que la justice était encore possible même quand les chances semblaient impossibles. Il conduisit à travers les rues tranquilles de Paris, passant devant les bâtiments historiques et les maisons endormies et les vies being vécues derrière les fenêtres éclairées. Demain amènerait des entrevues et des dépositions et la lente machinerie broyeuse du système légal. Mais ce soir, il voulait juste rentrer chez lui, vérifier Emma, s'asseoir dans l'obscurité tranquille de sa chambre et l'écouter respirer, se rappeler de tout ce qui comptait, de tout ce pourquoi il s'était battu pour protéger. Certains signaux n'avaient pas besoin d'être décodés. Certaines vérités n'avaient pas besoin d'être analysées ou vérifiées ou cross-référencées contre d'autres points de données. Certaines choses étaient simplement claires, aussi claires que l'amour entre un père et son enfant. 3 mois plus tard, le printemps était venu à Paris, apportant la chaleur et une nouvelle croissance aux rues historiques du 15e arrondissement. Le procès d'Isabelle Dumont domina les nouvelles pendant des semaines. Un défilé de preuves et de témoins et d'arguments légaux qui se termina par des verdicts de culpabilité sur 47 chefs d'accusation. Elle passerait les 3 prochaines décennies dans une prison fédérale, son empire démantelé, son nom synonyme de corruption et d'avidité. Julien reçut des offres de la DGSI et de ses anciens collègues à la DGSE, des postes de consultants avec des salaires qui auraient résolu chaque préoccupation financière qu'il pourrait jamais avoir. Il les refusa toutes sans hésitation. Au lieu de cela, il accepta un poste dans une organisation à but non lucratif qui enseignait la cybersécurité aux adolescents défavorisés. Un travail qui payait modestement, mais lui permettait d'aller chercher Emma à l'école chaque après-midi à 15h. La vie d'Emma avait changé aussi. Chloé Dumont avait déménagé en Bretagne pour vivre avec sa grand-mère, retirée de l'école primaire Saint-Germain la semaine après l'arrestation de sa mère. Le harcèlement s'arrêta, les murmures s'estompèrent, et Emma récupéra graduellement la confiance qui avait été érodée par des mois de cruauté. Un après-midi, Emma rentra avec une enveloppe adressée d'une écriture soigneuse et enfantine. La lettre à l'intérieur était brève. « Je suis désolée pour ce que je t'ai fait, j'étais méchante et tu ne le méritais pas. J'essaie d'être meilleure maintenant. Chloé. » Julien regarda Emma lire la lettre, regarda son visage passer par la surprise et la confusion, et finalement quelque chose qui ressemblait à la paix. « Elle essaie, » dit doucement Emma. « C'est bien, non, papa ?» Julien hocha. « C'est bien, ma chérie, c'est vraiment bien.
Un soir de fin mai, quand le coucher de soleil peignait le ciel au-dessus de Paris en nuances de rose et d'or, Julien et Emma s'assirent sur leur petit balcon, un morceau de papier entre eux. C'était leur rituel, inchangé par tout ce qui était arrivé, le jeu de code qui les avait portés à travers le chagrin et le danger et la peur. Emma se pencha sur le papier, travaillant à travers le chiffre avec la facilité d'une longue pratique. Quand elle eut fini, elle leva les yeux avec un sourire qui rappelait à Julien si puissamment Céline que son souffle se coinça dans sa poitrine. « M-E-R-C-I-D-A-D-I » annonça-t-elle. Julien leva un sourcil. « Tu me remercies pourquoi ?» Emma grimpa sur ses genoux, reposant sa tête contre sa poitrine. « Pour m'avoir toujours protégée. Et pour m'avoir appris que les gens intelligents n'ont pas besoin de crier pour être entendus. » Julien tint sa fille près de lui, regardant les dernières lumières s'éteindre dans le ciel. « Le signal le plus important, dit-il doucement, est celui entre les personnes qui s'aiment et... Il n'a pas besoin d'être décodé. Il est toujours clair. » Emma se blottit plus près, et ensemble ils regardèrent les étoiles sortir une par une au-dessus de la ville qu'ils appelaient chez eux. Si cette histoire d'amour paternel et de justice vous a touché, elle nous rappelle que les vrais héros ne portent pas de cape, mais élèvent leurs enfants avec amour et courage. Julien et Emma nous ont enseigné que l'intelligence utilisée pour protéger les innocents est l'arme la plus puissante contre la corruption. Leur histoire prouve qu'un père dévoué avec les bonnes compétences peut renverser des empires entiers. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent l'amour familial, la justice et le courage de ceux qui combattent pour protéger ce qu'ils aiment le plus.